s'il vous plaît, à la première adjointe, comme ça. Merci. On va pouvoir compléter ceux qui nous répondront ou ne nous répondront pas. Je laisse juste passer l'onde sonore. Bien. Alors, Boris Ravignon, il est là. Armelle Lequelaménie. Alain Barthélémy. Présent. Salah Chaouchi. Va arriver, je suppose. Oui, oui. On ne nous a pas signalé en tout cas qu'il serait absent. Nathalie Ropsis. Présent. Arnaud Viatlet. Pareil. Véronique Corme. Ce sera un petit peu en retard. Oui, elle est au chevet de nos écoles inondées par de gros orages cet après-midi. On a plusieurs quartiers de la Grande Couture notamment, et plus particulièrement les écoles Vienno maternelles et primaires. Donc elle nous rejoindra dès qu'elle le pourra. Quentin Clarin est absent et excusé. Françoise Bourigovi. Présent. Yacine Sen. Marie Dizan. Elle est excusée, Marie? D'accord. Yves Huard, il est là. Patrick Faustier. Éric Moine, absent non excusé ou inexcusable. Fatia Banou. Frédéric Jolion. David Cornet. Sandrine Millet. Oui, il faut qu'elle quitte son travail. C'est toujours un peu le problème, je sais bien. Sandrine Brice. Pas d'informations. Dimitri Petitqueux, je le vois. Virginie Aitmadi, je crois qu'elle doit être là, mais pas encore arrivée. Guillaume Maréchal. Excusez. Est excusé. Simone Lejeune est là. Hervé Beckrich est là. Mickaël Duflox. Merci. Catherine Dejambe. Retard. Elle sera en retard. Carole Galtier. Elle est là. Bonsoir, Carole. Marie-Christine Sutter. Elle est là. Darkawi, oui, sera un peu en retard. Odile Glacet, elle est là, voilà. Céline Rouennette. Sera en retard pour voir Madame Galtier. D'accord, c'est noté. Antonino Mecca, je l'ai vu. Aziz Mebarki, il sera en retard, effectivement, c'est ce que je m'ai dit aussi. Cyrielle Guillemin, elle est là. Anaïs Lepage est là aussi. Bekir Sarikaya. Excusez, pour voir Monsieur Mebarki. D'accord. Nassima Itouchen, voilà, elle est revenue de Strasbourg. Eddie Xarni, il est là. Annick Sergent, elle est là. Jean-Claude Réveil, il est là. Sylvain Dallarosa est là. Anne Papier, elle arrivera. Et Christophe Dumont est là également. Parfait. Nous n'avons reçu ni question orale ou écrite ou vœux préalablement à l'ouverture de ce conseil, donc nous nous en tiendrons, je crois, pour ce soir, ce qui est déjà pas mal, compte tenu des points substantiels que nous avons, aux 23 items qui figurent à l'ordre du jour du conseil d'aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de souhait de prise de parole, eh bien, je vais entamer cet ordre du jour. Alors, en commençant par le rapport numéro 1, qui est un rapport de compte-rendu des délégations qui ont été faites par le conseil municipal au maire de Charleville. Donc, vous le voyez, un certain nombre de sujets financiers, de marchés publics, des tarifs de théâtre ou des recrutements de compagnies théâtrales, un certain nombre également de décisions d'octroi de la gratuité de certains de nos locations, notamment pour des motifs d'intérêt général. Vous voyez la liste des écoles, notamment, ou des partenaires, je pense au conservatoire rayonnant départemental, qui bénéficient de ces gratuités. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on n'a pas désigné les secrétaires de séance, c'est exact. Donc, avant de commettre la première erreur, on va rattraper celle-là. Est-ce que Sylvain Dallarosa et peut-être Simone, vous accepteriez de tenir ce rôle de secrétaire de séance? Oui, je vous en remercie. Et donc, voilà, cette erreur étant réparée, des questions sur les délégations? Oui. Sylvain Dallarosa. Oui, c'est rapide. Je regrette, tu viens d'évoquer la gratuité sur un certain nombre de spectacles. Je regrette qu'on ait arrêté la gratuité sur les musées pour les Carolo Massariens. Eh bien, on a effectivement décidé en conseil municipal que l'entrée,
je crois qu'il y a autour de 5 € pour les carolo-macériens, leur permettrait d'accéder sans aucune limitation au musée de Charleville-Mézières, musée de l'Ardenne et musée Rimbaud. Et donc pendant toute l'année, on peut visiter les musées avec, pour le prix d'une seule entrée, qui je crois doit malgré tout pouvoir être considéré comme un tarif très avantageux. Et le dimanche, ça reste gratuit. Le premier dimanche de chaque mois. Donc on n'a pas totalement renoncé, par ailleurs, à cette gratuité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur ce point? Non. Alors on en prend acte, il n'y a pas de vote, et on passe au rapport suivant, où il s'agit d'approuver les procès-verbaux de nos conseils municipaux. Alors, on avait un petit peu de retard dans les procès-verbaux, donc on présente ceux des 23 juin, 20 septembre, 7 octobre et 15 novembre 2022. Bon, en fait, c'est parce qu'on avait des modifications à apporter, hein, sinon on fait ça plus régulièrement. Pas de questions, pas de remarques. Je proposais qu'on les mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 3 il concerne la protection fonctionnelle. Vous savez que nous accordons à un certain nombre de nos agents lorsqu'ils sont, hélas, ça arrive et c'est toujours infiniment regrettable, mais victimes d'agressions, parfois d'outrages, parfois d'injures, parfois aussi, hélas, de coups dans le cadre de leur mission. Et dans ce cas, eh bien, la collectivité se substitue à l'auteur des faits condamné pour indemniser plus rapidement les agents de la ville, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de l'indemnisation qui a été décidée par la justice. Et nous nous retournons ensuite, dans le cadre de ce qu'on appelle une action récursoire, contre l'auteur, le véritable auteur des faits, le vrai débiteur de l'amende en général, pour la recouvrer auprès de lui avec l'aide du Trésor public. Je peux vous assurer que ce recouvrement l'objet d'un suivi assez particulier, parce que je trouverais vraiment tout à fait inacceptable que des personnes condamnées ne subissent pas et ne payent pas les amendes auxquelles ils ont été justement condamnés par la justice. Donc voilà, là en l'occurrence, on se substitue à des auteurs de faits à l'égard de 2 agents de la police municipale. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 4 concerne une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, qui met en place une solution permettant d'accéder à un conseil en déontologie. Vous le savez peut-être, ceux qui sont soumis à la déclaration d'intérêt ou déclaration de patrimoine de la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, peuvent bénéficier auprès de cette haute autorité d'un conseil en déontologie, mais ça ne concerne, par exemple, dans notre instance ici, que ceux qui seraient élus conseillers régionaux, conseillers départementaux, et encore, il ne s'agit pas de ceux qui exercent des fonctions exécutives dans ces enceintes, et par ailleurs le maire. Et donc, pour la plupart des membres du conseil municipal, il n'y a normalement pas de solution de conseil en déontologie, et c'est regrettable. Et donc, l'adhésion à cette convention avec le centre de gestion va nous permettre de donner à qui le souhaiterait une possibilité d'obtenir un conseil sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors on va mettre aux voix cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On entame une série de rapports financiers sur lesquels Françoise Bourrigovi, notre adjointe aux finances, et moi-même devons être amenés à intervenir un peu à 2 voix, même s'il s'agit pour l'essentiel, notamment la partie rétrospective, d'exercices sur lesquels Françoise n'était pas en charge des finances, donc d'intervenir davantage sur ce sujet, et puis j'allégerai en revanche mon propos tout à l'heure sur le budget supplémentaire pour 2023 en lui laissant davantage la main sur cette question sur laquelle elle a commencé à travailler. On commence donc classiquement par clore la gestion 2022 avec un premier exercice qui est celui du comptable, le comptable public qui nous suit et qui nous a rendu son compte de gestion 2022.
ici les éléments sont rassemblés. Bien sûr, le document est disponible si vous le souhaitez, et il est le symétrique du compte administratif sur lequel nous allons revenir ensuite. Sur cette première partie, donc le compte de gestion 2022, qui est la réédition par le comptable public de l'exécution 2022, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Nous en venons au compte administratif de 2022, sur lequel je voudrais dire un mot, même si effectivement les textes prévoient que tout à l'heure, lorsqu'il sera mis au vote, eh bien, je doivent sortir de l'enceinte du conseil municipal. C'est naturellement le compte-rendu de l'exécution budgétaire 2022, et il paraît assez logique et normal que ce soit au maire en premier lieu, avec bien sûr les adjoints qui voudront prendre la parole sur ce sujet, d'en rendre compte. Et ces comptes administratifs 2022, je ne serai pas très long pour cette intervention liminaire, mais font apparaître un résultat 2022 à bien des égards historique. Alors, il est historique par son montant, un résultat de clôture à presque 5,3 millions d'euros, mais c'est lié de manière extrêmement étroite au retraitement de la vente des immeubles que nous avons réalisés auprès des bailleurs sociaux, Espace Habitat et Habitat 08. Vous vous souvenez de ces différents immeubles sur lesquels la ville a, à la fin des années 70, au début des années 80, préempté, donc acquis des immeubles, les a confiés aux bailleurs qui les ont, pour certains, rénovés, exploités pendant plusieurs décennies. Et ces biens devaient revenir à la collectivité. Et nous avons trouvé un terrain d'entente avec les bailleurs pour ne pas faire revenir ces immeubles dans le patrimoine de la collectivité, qui n'a pas vocation à être gestionnaire de logements. Eh bien, nous avons convenu de montants d'indemnisation avec ces bailleurs, au total 3,2 millions d'euros, qui ont été versés par les bailleurs. Alors, le détail, c'est un petit peu plus pour de la moitié pour Habitat 08 et un peu moins de la moitié pour Espace Habitat, à la ville. Cette somme, puisqu'elle finalement, elle venait en face d'une réduction du patrimoine de la ville. Si la ville avait accepté le retour de ces immeubles, elle aurait accru son actif. Donc, on avait toujours considéré avec le service des finances de services mutualisés ville et agglomération que ce produit de vente, ces indemnisations, devait venir en recettes d'investissement. C'est la même chose pour les services de l'État. Lorsque l'État vend certains de ses biens, ça lui fait des recettes d'investissement, pas des recettes de fonctionnement. Bon. Eh bien, à notre très grande surprise, la Direction générale des finances publiques, par un paradoxe près, nous a demandé de reclasser cette somme en recettes de fonctionnement. Alors naturellement, quand vous rajoutez 3,2 millions dans les recettes de fonctionnement de la ville de Charleville-Mézières, ça ferait du bien si c'était année après année. Mais là, en l'occurrence, ça a surtout pour effet de faire gonfler, voire exploser l'épargne brute, l'épargne nette, mais d'une manière qui est pas fictive, puisque cette recette, on l'a effectivement bien encaissée, mais au moins tout à fait temporaire et quand même un petit peu hors norme. Et je ne crois pas que ce soit... ça facilite la lecture des comptes de la ville que, là encore, même s'il s'agit de les augmenter, entre guillemets, artificiellement et ponctuellement, les recettes de fonctionnement de notre cité. Bref, si on retraite ces sommes, on a l'image qui apparaît dans les comptes administratifs 2022 d'une collectivité qui, il faut bien le dire, reste convalescente. Reste convalescente après 2 chocs qui nous ont tout particulièrement frappés. Le premier, c'est celui du Covid, où en 2020 et 2021, nous avons, dans des proportions variables, l'année 2020 a naturellement été plus accentuée que l'année 2021, mais vu une très grande partie de nos recettes, notamment de recettes tarifaires, disparaître, parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'ouverture des services publics concernés, il n'y avait tout simplement plus de facturation, par exemple, du stationnement, donc on a perdu 700 000 euros, rien que sur le sujet du stationnement en 2020 par rapport aux recettes de l'année d'avant, et nous avons donc, en même temps qu'on avait des recettes en moins, vu une partie de nos dépenses progresser, s'accroître, notamment dans le domaine social où nous avons mis en place des services, chacun s'en souvient, de livraison de tout un tas de biens, de produits de première nécessité,
qui ont conduit à des dépenses supplémentaires. Et je passe sur la mise à disposition de salles pour y réaliser dans un premier temps des tests Covid, puis ensuite de la vaccination de grande ampleur. Tout ça a généré pour notre collectivité des dépenses supplémentaires. Donc premier choc 2020-2021 sur le Covid, et à peine en étions-nous sortis que nous avons connu cette crise énergétique qui, à partir de 2022 et se poursuivant sur 2023, a vu grosso modo une multiplication par 4 des prix de l'électricité qui nous est facturé, x 4, et à peu près x 4 pour le gaz. Et donc, je disais dans une réunion des assemblées des habitants ces jours-ci, où quelqu'un me disait, un citoyen me disait, ben oui, enfin comme nous, quoi. Non, pas tout à fait comme nous, quoi, parce que le bouclier tarifaire dont bénéficient les citoyens font que l'électricité ou le gaz ont augmenté de 15%, d'où c'est 300% d'augmentation. 300%, pas 15%. Donc ça change un peu les données du problème, et je me souviens que lorsqu'on a dû, on avait chiffré au début de cette fois-ci de 2023, où l'impact était encore plus massif, l'effet de cette crise de l'énergie, on était à une fourchette qui allait de 2,1 millions à 2,7 millions de surcoût, donc de sommes à financer de manière supplémentaire sur nos dépenses énergétiques. Donc effectivement, on est une collectivité au sortir de ces deux crises qui est convalescente, et on le voit en regardant les comptes 2022, on s'aperçoit que nos dépenses à caractère général, alors on a réussi à faire quelques économies ça et là, mais elles augmentent quand même de 2 millions. 2 millions de dépenses en plus sur les chapitres de dépenses à caractère général. C'est grosso modo les dépenses de fonctionnement des services. Et puis on a 2 millions en plus aussi sur les dépenses de personnel. Parce que dès 2022, et là encore, le caractère juste de cette mesure ne nous échappe pas, l'État a décidé de répercuter l'inflation en revalorisant le point de la fonction publique, en augmentant effectivement la rémunération des fonctionnaires. Donc on a, au terme de cette année 2022, par rapport à 2021, 4 millions de dépenses en plus, 2 sur les dépenses à caractère général et 2 sur les dépenses de personnel. Voilà pour décrire finalement la situation de notre collectivité qui fait face à une forte hausse de ses dépenses et qui en face a dû mobiliser ce qu'elle pouvait en termes de recettes supplémentaires, d'ajustement d'un certain nombre de recettes et surtout d'économies. Ça a été notre principal axe d'action en 2022, comme ça continue à l'être en 2023. Malgré cette situation d'une collectivité que je qualifie effectivement donc de convalescente, il y a dans ces comptes 2022, pour moi, 3 motifs de satisfaction particulièrement importants. Le premier, c'est que nous avons maintenu nos investissements, alors même que donc nous subissions pour la 3e année des crises variées, Covid ou énergétiques, eh bien nous avons continué à investir au total 15 millions d'euros en 2022 pour moderniser notre ville, l'embellir, adapter nos différents équipements publics, que ces investissements se sont faits tout en maîtrisant l'endettement à un peu plus de 82 millions d'euros sur l'année 2022, et qui, si on le rapporte effectivement à l'épargne brute exceptionnelle de cette année, eh bien, voit la capacité de désendettement redescendre en dessous de 8 années, ce qui constitue effectivement un très bon résultat. Et puis dernière satisfaction, donc on maintient les investissements, on maîtrise l'endettement, et dernier sujet de satisfaction pour 2022, eh bien, c'est de constater que même après 10 ans de revalorisation des bases fiscales, même après 10 ans d'évolution de la fiscalité locale, nous levions toujours en 2022 moins de ressources fiscales que nous n'en avions trouvé en 2013 à notre arrivée. C'est donc que la pression fiscale sur la ville, en l'occurrence 31,2 millions d'euros, le produit fiscal de 2022, était inférieur toujours à ce qu'était le produit fiscal de la ville lorsque nous avons été élus, 31,7 millions d'euros. Et ça, c'est le bénéfice des baisses de taux auxquelles nous avons pratiqué dans le premier mandat, et puis de la modération des taux que nous avons ensuite poursuivi depuis sur ce second mandat, malgré les difficultés. Et on peut donc se féliciter que nous n'ayons pas, au total, alourdi
Bien au contraire, puisqu'on est toujours en dessous, jusqu'en 2022, le prélèvement qui pèse sur les carlots macériens. Voilà donc les commentaires que je voulais faire sur ce compte administratif 2022. Je vais en rester là et laisser la place au débat s'il est souhaité. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur le compte administratif 2022 ? Sylvain Dalla Rosa. Oui, rapidement, nous nous abstiendrons sur ce compte-rendu du compte administratif, tout simplement parce que c'est le reflet exact administratif, ça veut bien porter son nom, de ce que vous avez fait en 2022. Vous avez décrit les contraintes qui pèsent sur les collectivités. Personne ne peut contester que la période que nous traversons est lourde pour les collectivités et lourde pour les particuliers. Cela oblige à faire des choix. Les vôtres sont, de notre point de vue, contestables. Donc, en raison de cette formulation, nous abstiendrons dans le vote. Bien. C'est noté. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, bien je vais te céder la parole, Armelle, pour présider la mise au vote du compte administratif. Excusez-nous. Non, c'est pas ça. Il faut demander l'assentiment de l'Assemblée pour présider la séance. Alors, il me faut votre assentiment pour pouvoir présider momentanément ce conseil municipal. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Bien, merci. Et donc, je vous propose de mettre aux voix l'approbation de ce compte administratif 2022. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bien. Alors, puisqu'on en a terminé avec le compte administratif 2022, on va pouvoir maintenant affecter les résultats. Alors, on a donc deux rapports, puisqu'il ne nous reste plus que finalement un seul compte annexe. Donc, on a le budget général sur lequel on doit affecter le résultat de 2022. Et puis, on affecte aussi le résultat du budget annexe des abattoirs. Donc, je n'ai pas rendu compte, mais enfin, je surveille Mika du coin de l'œil pour vérifier qu'il ne m'en veut pas. Donc, on a un résultat global de clôture sur les abattoirs qui est à 213 101,93 €. Et puis, en revanche, il est à 2 787 055 € sur le budget général, compte tenu du fait que, je vous annonçais tout à l'heure, c'était le résultat brut de clôture. On a ensuite des restes à réaliser qui sont négatifs, et donc on arrive à un résultat de 2 787 055 €. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à l'affectation de ces sommes, leur report en section de fonctionnement 2023 ? Et en section de fonctionnement, pareil pour le budget annexe des abattoirs. Non. Qui est contre ? Le 7A. Qui s'abstient ? Pour le 7B, qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Merci. Nous en arrivons donc au budget supplémentaire 2023, sur lequel j'ai limité à quelques commentaires, puis je céderai la parole à Françoise Bourigovi, simplement pour indiquer donc d'abord en fonctionnement que nous avons hélas à procéder à un ajustement à la baisse de nos recettes de l'ordre d'1 million d'euros, un petit peu moins parce qu'il y a des autres phénomènes qui se compensent, dans la mesure où, et à notre très grand désappointement, nous ne serons pas bénéficiaires du filet de sécurité. Et non. Ce qu'on croyait être un dispositif fait pour nous, les collectivités durement touchées par la hausse des prix de l'énergie, eh bien, les critères comportaient une clause en fait
la baisse de l'épargne brute. Elle est baissée de 25%. Or, chez nous, elle a très légèrement progressé, cette épargne brute, indépendamment même des éléments exceptionnels dont on parlait tout à l'heure, mais avec les événements exceptionnels, naturellement, elle a eu une évolution plutôt positive. Et donc, eh bien, nous ne sommes pas bénéficiaires de cette aide à laquelle nous pensions effectivement pouvoir avoir droit. Alors ça m'amène à me poser la question de savoir qui peuvent bien être bénéficiaires de ce filet de sécurité. Quand on est la 70e commune de France, entre guillemets, au palmarès bien triste des communes les plus pauvres, et c'est pas une invention de ma part, c'est le classement qui est le nôtre pour l'attribution de la DSU. On a un petit peu tendance à penser que ce genre de disposition devrait pouvoir nous bénéficier, mais donc nous ne faisons pas partie de ces 4800 collectivités et groupements qui ont, semble-t-il, pu bénéficier de ce filet de sécurité. Alors, il y a ça, le reclassement en dépenses de fonctionnement des ventes à espace habitat et habitat zéro n'aide pas, mais on a eu aussi en 2022 un reclassement d'une partie des aides de la CAF liées aux crèches qui n'aide pas non plus, et donc on se retrouve avec une évolution plutôt très positive de l'épargne brute, là où il fallait qu'elle soit en baisse pour que nous puissions bénéficier de cette aide. Alors on verra tout à l'heure sur l'investissement qu'il y a d'autres bonnes nouvelles, mais malgré tout, ça n'est pas une bonne nouvelle, et je crois comprendre que le législateur, pour 2023, a assoupli un peu les règles, et qu'au lieu de demander une baisse de 25%, on est aujourd'hui sur un critère qui est une baisse de 15%. Néanmoins, ça reste, à mon avis, un petit peu compliqué d'évaluer les choses ainsi, et il est probable que ces dispositifs d'aide, finalement, passent assez largement à côté de l'objectif d'accompagner les collectivités les plus pauvres, auxquelles nous appartenons, hélas, incontestablement, dans ce moment difficile. Sur le fonctionnement, nous ajustons en revanche et nous devons ajuster à la hausse nos dépenses de fonctionnement de plus d'1,6 million d'euros, avec un peu plus du tiers de cette augmentation, de cette réévaluation de nos dépenses qui est liée en fait aux dépenses de personnel. Rien que le poste... la masse salariale représente 460 000 euros, mais à cela, il faut ajouter un certain nombre de régularisations, le fait que nous tenons nos engagements sur les tickets resto avec un nombre croissant d'agents bénéficiaires, et donc on rajoute là aussi presque un peu plus de 60 000 euros. Bref, tout cela au total fait un peu plus autour de 600 000 euros de dépenses supplémentaires liées donc aux dépenses de personnel. Sur l'investissement, nous avons à la fois réévalué nos dépenses pour investir davantage, et là, je crois que chacun en comprend bien l'intérêt, dans le domaine des économies d'énergie, donc des opérations de relamping, d'isolation, de rénovation d'un certain nombre de bâtiments, pour répondre aux besoins de renouvellement de nos équipements sportifs. On y reviendra dans le rapport suivant sur l'autorisation de programme concernant les équipements sportifs de la Varenne, mais notre collectivité a finalement aujourd'hui fait face à un vieillissement de l'ensemble de ces équipements sportifs, et doit donc réintervenir sur les différents quartiers pour les maintenir à niveau. Et puis des dépenses nouvelles sur notre nouvelle crèche, dépenses supplémentaires qu'il nous faut ajouter. En termes d'investissement, c'est là que on enregistre un certain nombre de bonnes nouvelles, puisque nous enregistrons 2,3 millions d'euros de recettes supplémentaires, 1 million d'euros de décile en plus, qui n'était pas attribué lors de la présentation du budget. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si la décile est une dotation de l'État habituelle et classique. 300 000 euros sur la DPV qu'on a réussi encore effectivement à maintenir en 2023 avec l'aide, la compréhension des parlementaires de la majorité et du gouvernement.
bonne chose, une bonne nouvelle. On va pouvoir, en 2023, en bénéficier de manière extrêmement importante, puisque sur les 1,5 million, c'est presque 1,3 million qui reviennent à la ville de Charleville-Mézières, compte tenu de son poids démographique. Et puis, la bonne nouvelle, c'est le fonds vert qui, vous savez, par exemple, c'est déjà signalé en attribuant des sommes importantes à l'agglomération pour la rénovation de la piscine Bernard-Albin. Cet été, on va avoir des travaux sur Bernard-Albin qui permettent d'aller réduire nos consommations d'énergie de 40%. Donc on a obtenu 1 million de fonds verts sur Bernard-Albin. Et au total, alors ce n'est pas en une seule fois, mais sur 3 opérations, nous percevons aussi en 2023 pour la ville à peu près 1 million d'euros de fonds verts. Donc, et les opérations, elles figurent à la fin du rapport qui vous est présenté. Vous le voyez, ça va concerner justement les menuiseries extérieures de l'école Viennot, une de celles qui est hélas durement touchée aujourd'hui par les inondations, de l'isolation thermique par l'extérieur sur l'école Saint-Julien, des changements de fenêtres à Louis-Hannot, et puis un soutien important sur le marché global de performance énergétique, donc notre éclairage public. Voilà un petit peu les grandes lignes, et puis je laisse Françoise, si elle le souhaite, le soin de compléter, et bien sûr ensuite nous ouvrirons le débat. Françoise. Oui, je pense que là, Boris a absolument tout dit, parce que j'avais pris soin de tout surligner, et il a tout dit. Donc, simplement vous dire que là encore, on a un budget qui sera pas facile, mais qui, grâce aux propositions d'économie que nous faisons, on va réussir à faire des aménagements. Et dans le point suivant, vous verrez que des aménagements, des réhabilitations vont être faits. Donc ce budget, il n'est pas en augmentation, mais c'est un budget sérieux. Et nous allons pouvoir, je pense, mener à bien les actions que toutes et tous nous pensions réaliser. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget supplémentaire? Oui, Sylvain Delarosa. Oui, je ne vais pas être très long parce qu'à force de répéter les mêmes choses, ça devient lassant pour nous comme pour vous. Bon, je vous ai connu plus persévérant que ça, et plus endurant, Sylvain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais rectifier d'abord une erreur. Tu n'es pas élu depuis 2014, tu es élu depuis 2008. Mais alors, de 2008 à 2014, je ne me souviens pas avoir participé beaucoup aux décisions. Mais... Parce que tu ne pouvais pas. Oui, parce que je votais contre. Bah oui, bien sûr. Bon. Ceci dit, j'ai donc dit que je ferai rapide, et je vais faire rapide, pour ne pas répéter ce qu'on a déjà dit au budget primitif l'année dernière, et ce qu'on a dit au budget primitif quand on a voté contre de 2023. Nous avons voté contre le budget primitif, et donc nous voterons contre le budget supplémentaire, dans la mesure où c'est la même logique que le budget primitif que tu as présenté au début de cette année. Et dans la case du service public, c'est notre plus gros défaut. Case du service public, les régimes secs aux associations, moins 10%. Il y a un certain nombre d'associations qui sont dans le collimateur et qui risquent malheureusement de disparaître sur l'agglomération sur Charleville. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Enfin, les choix que nous avons dû faire en 2023, ils sont bien sûr éminemment difficiles. Personne ne va dire le contraire, parce que depuis maintenant plusieurs mois que nous sommes confrontés à la mise en œuvre de ces choix, toute l'équipe municipale on fait le travail d'être auprès de nos concitoyens, des associations, des parents d'enfants fréquentant les centres aérés, pour expliquer, pour dire qu'on est aujourd'hui dans une situation de forte contrainte sur le budget de la ville, et que notre souhait, notre choix, ça n'a été de sacrifier aucune politique. Mais au contraire,
de demander à chacune de ces politiques de faire quelques efforts, quelques économies pour que nous gardions et nous maintenions l'essentiel, que nous maintenions des services de petite enfance, même si nous avons dû réorganiser la maison de la petite enfance, que nous gardions des ALSH de qualité le mercredi et aux petites vacances et aux grandes vacances, même si nous devons effectivement être vigilants sur le nombre de places ouvertes, que nous gardions finalement le plus possible nos services publics, chaque fois en essayant de les réorganiser pour qu'ils coûtent un peu moins cher et que nous ne soyons pas confrontés à une situation qui n'est pas tenable pour une collectivité et qui serait de dépenser plus que ce qu'elle n'a. La seule réalité à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui et depuis quelques mois de manière criante avec la hausse des prix de l'énergie, c'est que nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous avons sur le compte de la ville. Et donc, on a dû réaliser effectivement un certain nombre d'économies, mais je suis tout à fait à ton écoute pour nous signaler les associations qui seraient en difficulté, parce que c'est exactement ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs mois, que d'aller nous porter à l'écoute et auprès des associations, qu'il s'agisse de la MCL, la Maison de la Culture et des Loisirs, qu'il s'agisse des 3 centres sociaux. On a au passage, et ça s'est tellement peu vu, que c'est certainement un succès pour nous, mais le SARC est passé tout près, il y a quelques mois, de la disparition financière, pour des raisons financières, parce que le déficit accumulé était considérable. Et donc, et à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres communes du département, eh bien, personne ici n'a fait le choix de la fermeture, n'a fait le choix du pire, en disant, bah, tant pis, si un centre social doit disparaître, on verra bien si on arrive derrière à le reconstituer. Charleville, on s'est serré les coudes et malgré les difficultés, eh bien, on a réussi, je crois, à ce que le SARC surmonte cette difficulté, donc surmonte le vrai trou d'air qu'il a traversé, et tant mieux, parce qu'on a besoin, sur ce grand quartier de la Ronde Couture, d'un centre social dynamique. Bref, je crois qu'on est auprès des associations, mais si certaines nous ont échappé et connaissent des difficultés dont nous n'aurions pas connaissance, il faut absolument nous le signaler. Quand on va les voir, les associations, on a avec elles un discours qui est un discours de vérité. Ça consiste à leur expliquer la situation dans laquelle on est et puis faire un petit flashback, pas sur 10 ans, un petit flashback d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans, en disant, quand il y a 1 an ou il y a 2 ans, il y avait des interdictions de fréquentation ou qu'il n'y avait plus personne dans un certain nombre de clubs parce que les gens avaient peur à cause du Covid et qui n'étaient plus là et qu'il y avait des pertes d'adhérents, la ville était là et a maintenu, elle, ses subventions. Donc, quand on forme un partenariat, quand on est en partenariat avec des associations, eh bien, à un moment donné, on est là pour aider. Et puis là, cette année, c'est nous qui avions besoin d'aide. Et donc, je crois que ce discours-là, avec beaucoup d'associations, sans dire qu'il a été facile à comprendre, il est assez naturel à comprendre et à partager. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, mais on s'emploie vraiment à toutes les traiter une par une. Et je crois pouvoir dire que s'il y en a encore, eh bien, on continuera à essayer de faire ce travail-là. On tient à notre tissu associatif et on l'a soutenu à bout de bras en 2020. On l'a soutenu à bout de bras en 2021. Là, en 2022, on avait pu continuer, mais en 2023, il nous a fallu effectivement leur demander, cette fois, un petit effort pour qu'on puisse passer ce moment difficile. Armelle, tu veux ajouter quelque chose ? Juste une petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent. Ne nous arrêtons pas aux subventions que nous avons votées en conseil municipal. Il y a à côté de cela toutes les aides en nature que nous apportons aux associations, notamment très souvent leur hébergement qu'ils ne financent pas, l'organisation de leurs manifestations, qui franchement représentent une grosse partie de leurs subventions. Donc ne considérons pas que les chiffres votés en conseil municipal. Il y a tout le reste. Les services l'ont chiffré d'ailleurs. On est en capacité pour chaque association désormais de leur dire combien d'aides en nature on leur a apporté en une année. Merci Armelle, c'est tout à fait juste. Et le montant global des aides en nature, il est aujourd'hui supérieur de manière très importante. On flirte avec les 3 millions d'euros d'aide en nature aux associations de la ville, comprenant bien entendu le soutien à nos grands festivals. Et sur, je crois, ces 3 millions, le Festival des Marionnettes, c'est pas loin de 600 000 à lui seul. Bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Alors, je vais mettre aux voix ce budget supplémentaire. On va... là, il y a peut-être... plus exactement, il y a... on a différentes choses à approuver. On a le budget supplémentaire par nature et par chapitre. Bon, je ne vais pas redonner les montants. C'était la technique d'un de mes anciens vice-présidents aux finances d'Ardenne Métropole pour assommer l'auditoire, mais on ne va pas faire ça. Le rapport numéro 2, le point 2, c'est la liste des autorisations de programme. Le gymnase de l'Europe, la pérennisation de la place du Cal, la crèche Miel-Arrêt, la Cité des Arts, la Marionnette, les espaces verts de la Varenne, la loi Elan, son application à notre ville, le MGP, la ronde couture, et puis bien la première tranche de l'AP nouvellement créée, et qui sera l'objet du rapport suivant sur la Varenne. Et puis enfin, donc, m'autoriser à signer tout document permettant la mise en œuvre sur la formule classique. Qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, justement, le rapport suivant. Je vais peut-être me taire et te laisser en parler, Françoise, comme ça. Voilà. Vas-y. Oui, alors, vous vous souvenez, en janvier 2023, nous avions décidé de réorienter notre stratégie d'investissement sur notamment la ronde couture. Alors, il n'est pas question d'abandonner la ronde couture, mais de faire de la réhabilitation. Mais il y avait aussi le besoin de redynamiser le quartier de Manchester avec un aménagement d'un pôle ludique et sportif qui constitue un axe stratégique d'intervention. Donc, dans cette perspective, nous avons 4 points à aborder. La création d'un espace de compétition pour la boule en bois, la création d'un espace de compétition extérieure pour la pétanque, la création d'un terrain de foot synthétique, et dans notre région, c'est quand même très important, sur la plaine de jeu de la Varenne, et l'étude relative à la réhabilitation de l'aire couverte de la Varenne qui souffre d'un état pas très glorieux. Alors, ces projets pourront bien entendu être complétés par la suite par d'autres aménagements au regard des conclusions issues d'une étude lancée pour adopter ce schéma directeur. Cet échéancier commencera dès l'année 2024, dès l'année 2023 pour se poursuivre en 2024. Le coût de l'opération est estimé à 1 446 000 €. Une autorisation de programme numéro 36 qui figurait sur le tableau précédent, dynamisation du quartier de Manchester, aménagement d'un pôle sportif et ludique sur le secteur de la Varenne. Le montant de la paie, 1 446 000 €. Le montant des crédits de paiement 2023, 162 000 €. Et bien entendu, le solde en 2024 en crédit de paiement de 1 284 000 €. Bien entendu, des financements sont en attente ou en cours de sollicitation, pouvant atteindre jusqu'à 70% du coût total. En 2023, de la part de l'État sur la DPV, terrain de boule en bois et terrain foot synthétique pour respectivement 63 486 et 326 212. De la région Grand Est pour le soutien à l'investissement sportif et notamment le terrain de foot pour 160 000 €. De la Fédération de foot amateur pour le terrain synthétique pour 20 000. De l'Europe, le FEDER, volet européen, toujours pour le terrain de foot pour 100 000. Et de l'État, la DPV 2024 pour la pétanque à 135 000. Et le FCTVA 2024-2025, 197 000 au maximum. Considérant ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme des crédits de paiement pour l'opération dynamisation du quartier Manchester, aménagement du pôle sportif et ludique sur le secteur de la Varenne. Merci Françoise. Bon, vous l'avez compris, on intervient de manière importante. Alors, le
l'origine de ces différentes interventions est diverse. Il y a à la fois des réaménagements du site de la Varenne, du site de la Macérienne qui impacte la Varenne. Je pense pour la boule en bois et la pétanque, on doit très clairement essayer en fait donner des terrains plus conformes aux besoins de pratique, notamment de la boule en bois et de la pétanque, et on peut le faire là-bas sur le site de la Varenne. Le terrain de foot synthétique, je crois que Alain m'en parle depuis que nous sommes élus en 2014. Pardon de te faire de la peine, Sylvain, mais je crois que c'est une attente forte de tous les clubs de foot, puisque ça permettra de mieux tourner, d'utiliser, d'avoir un terrain tout temps supplémentaire. Il n'y en a aujourd'hui qu'un, qui est celui de la Ronde Couture, qui est bien utilisé. Et puis la réhabilitation de l'aire couverte de la Varenne, là c'est le vieillissement extrêmement rapide de ce site qui nous amène à devoir y intervenir plus rapidement. Et j'en profite pour dire que c'est précisément pour pouvoir faire ces travaux-là qu'on a réorganisé ce qu'était le grand projet de la Ronde Couture. Parce qu'un projet qui était passé de 21 millions à 36, il allait assécher tous les financements pour tous les autres quartiers de la ville. C'était pas, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a revu, on a renoncé à ce projet en tant que tel, mais en gardant les éléments qu'il compose. Eh bien, c'est justement pour pouvoir continuer à entretenir plus globalement nos équipements sur l'ensemble de la ville, pas simplement sur un quartier, même s'il est au centre de nos préoccupations. On a, je crois, le besoin d'intervenir partout. Et donc, cette aire couverte de la Varenne, entre cette année et l'année prochaine, elle fera l'objet d'une rénovation complète. Et ce ne sera pas du luxe, parce que je l'ai vu construire en 91, je crois, inauguré par Roger Masse à ce moment-là. Mais depuis, elle a terriblement mal vieilli. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur la création de cet AP? Oui, Sylvain. Oui, je me félicite qu'on fasse enfin des aménagements sur le quartier de Manchester, qui méritent, même s'il n'était pas complètement délaissé. Il y a le centre de comment ça s'appelle, la baignade, voilà, chercher le terme, il y a la baignade. Oui. Donc c'est bien, il y avait la patinoire, c'est bien qu'on fasse à nouveau des investissements dans ce quartier-là. Pour autant, je reviens sur ce que tu disais, Françoise, que tu disais, il n'est pas question d'abandonner la Ronde Couture, mais on voudrait bien savoir quelle dose d'investissement vous pourrez présenter à la Ronde Couture. Donc le conseil général, conseil départemental maintenant, s'oriente vers la reconstruction du collège et la démolition des deux collèges Chalincro et Léo-Lagrange. Bon, je ne sais pas quelle sera la position du conseil départemental, parce qu'à ma connaissance, il y a plusieurs conseillers départementaux ici, et on n'a pas encore de position sur le sujet. Moi, je sais qu'il y a des études qui sont faites en ce moment par le conseil départemental, et je sais qu'il est confronté effectivement à une problématique de surcoût important lié aux fondations sur ce site. Donc chacun, entre guillemets, a ses compétences. Pas dans mes habitudes de regarder ce qui se passe chez le voisin. Laissons le conseil départemental décider souverainement de ce qu'il voudra faire ou de ce qu'il pourra faire sur les collèges de la Ronde Couture. En tout état de cause, il y aura le besoin d'un investissement, qu'il soit sur la reconstruction d'un collège unique fusionnant les deux ou sur la rénovation lourde d'un des collèges. On est sur un quartier où il y a de nombreux enfants et avec une démographie qui reste importante, qui reste soutenue par rapport notamment à d'autres territoires. Et donc je ne suis pas inquiet sur le fait que le conseil départemental devra de toute façon, sous une forme qu'il décidera, maintenir un équipement en termes de collège significatif et moderne sur ce quartier de la Ronde Couture. Ce que nous avons, nous, à faire, on est en train d'avancer sur les différentes opérations. Comme vous le savez, on avait identifié qu'il y avait un lourd besoin de rénovation de la salle des mésanges, du COSEC et des différentes salles attenantes. On est en train de travailler sur ce sujet et on aura très prochainement l'occasion d'en reparler ici. Est-ce qu'on peut mettre aux voix cette autorisation de programme? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport suivant, c'est Sandrine qui est arrivée et qui va nous en parler.
Merci. En 2019, le département Ardennes Métropole et la commune de Charleville ont passé une convention visant à mutualiser le système d'information géographique. Dans ce cadre, un groupement de commandes avait été mis en place pour permettre aux services de bénéficier d'un logiciel commun. Le marché arrive à échéance en novembre 2023 et il convient de renouveler ce groupement. Il est proposé de le mettre en place selon les principes suivants. Le coordonnateur du groupement de commandes est le département des Ardennes. Le groupement de commandes est conclu à compter de la signature de la présente convention et prendra fin au terme de la durée d'exécution du marché de 3 ans. Considérant ces éléments, il est demandé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes selon les termes de la convention annexée et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même, en charge de la commande publique, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup, Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Un exemple plutôt rare de mutualisation, ville, agglo et conseil départemental. On aimerait bien qu'il y en ait d'autres, nous, en fait. Après, à mutualiser plein de choses, pourvu que ça marche après. La seule limite, c'est qu'il faut que ça marche quand même, toujours. Les mutualisations. C'est pas une petite limite. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je savais que ça susciterait du débat, cette remarque. L'abattoir municipal. Alors là, on va se taire et donner la parole à notre spécialiste mondial des abattoirs municipaux de Charleville-Mézières, Michael Duflox. Merci, monsieur le maire. Il s'agit pour moi de vous présenter le rapport annuel de la Société carolo-massérienne d'exploitation de l'abattoir, la SOCADA, affermeur des abattoirs de Charleville-Mézières. Cette société, qui a traversé sainement la crise sanitaire, travaille avec 3 chaînes d'abattage: bovins, veaux, équins, ovins, caprins et porcins. Elle emploie 13 personnes, dont une est spécialement affectée au bien-être animal. Le tonnage d'abattage pour l'année 2022 est en légère augmentation et s'établit à 1831 tonnes, soit 3,10% d'augmentation. À préciser que 7,04% ont été effectués selon le rituel musulman. Comme vous pouvez lire dans le rapport qui vous est présenté, 90% des animaux sont d'origine ardennaise et 95% sont destinés à la clientèle régionale, la Socavie et l'Authentique Fermier en étant les principaux. Toujours pour la qualité du service, la Socada est sous contrat avec Sanesco pour la dératisation, Morand pour l'enlèvement du fumier, Atemax et Soleval Nord-Est pour le ramassage des décès, Chaussée Chaeux pour le vidage et curage des canalisations, Acrobio effectue mensuellement des prélèvements à fin d'analyse. Au vu du rapport d'activité des comptes annuels dûment certifiés, ainsi que de l'avis favorable de la CCSPL du 9 juin, de la première commission du 12 juin 2023, il vous est demandé de bien vouloir prendre acte du rapport annuel d'activité 2022 fourni par la société Socada. J'espère avoir été explicite et bref. Merci pour votre écoute. Très explicite et très bref, mais je prescris du lait chaud et du miel, parce que sinon, on va finir par perdre ta voix. Donc sur le compte-rendu effectivement d'activité de l'abattoir municipal, qui démontre la pertinence de cet outil. Alors c'est pas très courant pour une ville d'être propriétaire d'un abattoir et tout le matériel qui va avec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un budget annexe abattoir. C'est que on fait des investissements et Michael nous les présente régulièrement parce que il faut naturellement suivre la modernisation des pratiques, alors qui vise à la fois à permettre à l'entreprise de fonctionner dans de bonnes conditions, d'avoir une productivité conforme aux nécessités du marché, mais aussi au bien-être animal. Donc, sur tous ces sujets, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, on voit là qu'on a, je crois, bien raison d'avoir un abattoir. Je sais qu'il en existe un autre dans le département qui
parfois connu quelques difficultés. On peut se réjouir que pour Charleville-Mézières, aujourd'hui, les choses aillent bien, et c'est notamment lié, je crois, aussi à la qualité de la gestion, la qualité de l'exploitation de cet abattoir, et le pari est tenu, puisque ça nous permet un approvisionnement local, vraiment local, dans pas mal de domaines. Je pense par exemple à la cuisine centrale, où nos porcs, nos bœufs, on se fournit auprès de la Socada Socavi, et donc on sait que ce sont des animaux de la région, très proches, en termes voire pour certains quasi exclusivement des Ardennes, et puis ils sont abattus et valorisés ici. Donc tout ça, je crois, est une très bonne chose pour notre territoire au bout du compte. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce rapport annuel d'activité? Non. Bon, eh bien, il n'y a pas de vote, donc c'est un rapport d'information, mais malgré tout, c'était important qu'on s'en parle. Alors là, on va avoir un vote, puisque cette fois, on était arrivé au bout de la délégation de service public. Donc je vais te redonner la parole, Michael, pour nous expliquer quelle a été la procédure et ce qui va se passer après le 31 décembre 2023 pour notre abattoir à son exploitation. Remercie, monsieur le maire. Par délégation du conseil municipal du 21 décembre 2017, nous déléguions la DSP de l'abattoir municipal à la société Socada pour une durée de 6 ans à côté du 1er janvier 2018. Vu que le temps passe vite et compte tenu de la durée de procédure d'une DSP, un rapport dont vous possédez tous les éléments vous est présenté afin de renouveler l'affermage dans les meilleures conditions. Un affermage se caractérise par une gestion indirecte, l'exploitation est confiée à un tiers, la collectivité reste propriétaire des locaux. La collectivité assure les gros investissements et l'entretien du gros œuvre. L'exploitant procède à l'acquisition du petit matériel et à son entretien. Le fermier exploite les abattoirs à ses risques et périls. L'exploitant perçoit une taxe d'usage sur le tonnage abattu par les usagers de l'abattoir et il le reverse à la ville. En 2022, le montant de cette redevance d'usage des abattoirs s'élève à 62 828,58 €. En ce qui concerne la répartition des biens, la ville possède tous les immeubles compris dans les abattoirs, à l'exclusion du bâtiment situé en zone nord-est qui a été transféré à Ardennes Métropole en 2021 en vue d'accueillir le projet de Venaison. Les critères et motifs de choix de la procédure sont les circuits courts pour 25%, la capacité financière pour 25%, la capacité professionnelle pour 25% et les moyens techniques, humains et qualifiés en matière de bien-être animal, 25%. Chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci, Michael. Alors, vous l'avez compris, il y a donc un renouvellement de DSP, mais c'est toujours la même entreprise qui serait lauréate et qui a remporté donc la DSP. Est-ce que ça suscite de votre part des questions? Non? Eh bien, je vous propose de mettre aux voix cette attribution. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à une série de rapports qui touchent à notre patrimoine. C'est donc notre adjoint au patrimoine, justement, qui va nous en parler, Alain Barthélémy. Alors, effectivement, je commence une longue série par le numéro 13 qui concerne l'acquisition pour intégration dans notre domaine public de terrains à usage trottoir et stationnement. Il s'agissait pour la ville d'acquérir 2 parcelles de terrain qui se situent rue des Mésanges, avec l'angle coupé de la rue des Perdrix, et qui correspondent à l'espace qui est réservé au stationnement de la résidence Les Perdrix. Ce sont 2 terrains, un de 12 mètres carrés et le deuxième de 85 mètres carrés. Vous constatez que c'est un dossier, heureusement, qui n'était pas d'importance capitale, parce qu'il a pris son temps pour arriver. Il date de 1989. Alors, l'explication de ces délais, c'est la vente entre la Mutualité française des Ardennes et la société Orpea qui avait pris du retard et un nouveau document d'arpentage
a donc été nécessaire, le premier étant devenu caduc. Donc pour notre conseil ce soir, il s'agit de modifier la délibération de 2019 qui concernait la nouvelle division parcellaire, de modifier la délibération qui concernait la prise en charge des frais de géomètre pour moitié, de préciser que les frais de géomètre seront partagés pour moitié, et de décider naturellement l'intégration dans le domaine public communal des parcelles dont j'ai donné référence plus tôt. Merci Alain. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, le sabotage est particulièrement efficace ce soir-là. Hein. Attends. Oui. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui, s'agissant d'Orpea, je suis toujours frileux parce que malheureusement, ils sont en train de mettre la main basse sur toute la politique des seniors, sur Charleville-Mézières et sur le département des Ardennes. Il y a un projet d'Orpea, d'EHPAD, de création d'EHPAD à Manchester. Ah ben, on n'a pas les mêmes informations. Hein. Il y a un projet de reprise. Oui, enfin, moi, je suis le maire, quoi. Donc, je devrais être au courant si ça. C'était. T'es maire depuis combien de temps? Bah, justement, je crois depuis 2014. Depuis 2008, non. Donc, pour revenir sérieusement au projet, donc je confirme, il y a un projet d'Orpea, d'EHPAD sur Manchester. Il y a un projet de rachat. C'est les salariés eux-mêmes qui me le disent, de la DAPA. Et quand je me réfère au livre Les Fossoyeurs, qui a été édité il y a 1 an ou 2 maintenant, le livre Les Fossoyeurs met en exergue les pratiques douteuses d'Orpea dans la gestion des EHPAD. Alors ce soir, je voterai évidemment pour le projet qui est proposé ce soir, mais je ne pourrais pas faire autrement que d'être vigilant par rapport à une politique qui me semble être une politique qui privilégie les profits au détriment des soins. Bon, alors, on est vraiment là quand même, tu en es un peu conscient d'ailleurs Sylvain, mais sur une gestion quand même très, très médiatique et opportuniste de la séance, puisque c'est parce que sur la page, il y a le mot Orpea que tu viens de nous gratifier de ce couplet. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté d'Orpea, en tout cas, de mettre la main sur les EHPAD de Charleville-Mézières. En tout cas, on y résiste très fortement, puisqu'il n'y a plus de projet d'Orpea à Manchester, et tant mieux. Et je ne crois pas qu'il y ait... je ne sais pas du tout, je suis pas du tout au courant de la DAPA, mais là, en l'occurrence, sur le dossier dont on parle, on est en train de récupérer des bouts de trottoir qui nous auraient dû être rétrocédés par la Mutualité française des Ardennes. Et comme l'indiquait Alain, les notaires ou je ne sais pas qui... les services de la ville, les services de la mutualité, enfin peu importe, tout le monde a tellement traîné que cette intégration dans le domaine public ne s'est pas faite en 90, ni en 91, ni en 92, ni dans toutes les années qui ont suivi, et qu'on se retrouve à gérer ça aujourd'hui, alors qu'entre-temps, effectivement, la Mutualité française des Ardennes, ayant connu des vicissitudes, eh bien, a fini par faire reprendre la résidence des Perdrix par, effectivement, Orpea, et il y a maintenant de ça quelques années. Donc si Orpea apparaît dans ce dossier, c'est vraiment d'une manière tout à fait marginale et contingente. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement être propriétaire de domaines, de parties qui sont dans le domaine public, puisque ce sont les trottoirs et des parkings. Voilà. Donc, par ailleurs, je te rassure, je ne crois pas qu'il y ait de grande offensive du groupe Orpea sur Charleville-Mézières aujourd'hui, ni même sur les Ardennes. Mais bon, l'avenir nous le dira, ou nous le confirmera. Donc, sur l'intégration dans le domaine public de ces bouts de trottoir et parking qui sont ici visés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, une vraie session cette fois-ci. C'est le rapport numéro 14 qui concerne une cession de terrain qui se situe rue Charles-Bréban, dont la ville est propriétaire. Ces terrains constituent un espace vert qui n'est pas aménagé aujourd'hui, qui se situe en bordure de voirie et qui jouxte les propriétés des consorts Patoureau et Parmentier. Monsieur Patoureau et Madame Patoureau se sont manifestés et avaient proposé à la collectivité d'acheter la parcelle. La commune qui souhaite faire preuve d'équité
La partie de la parcelle attenante à la propriété de M. Parmentier lui a été également proposée. De ce fait, le terrain d'ensemble n'étant pas vendu d'un seul tenant, mais à chaque riverain, les parcelles sont considérées comme terrains d'agrément. La ville se base sur les prix de vente des terrains riverains dans le secteur des atriums, soit 10 € le mètre carré, selon l'estimation des domaines. En décembre 2022, M. Parmentier et le couple Patoureau se sont engagés à acquérir les parcelles. La ville est vigilante et les a informés que s'il y avait abattage des arbres, s'il s'avérait nécessaire dans le cadre de leurs projets respectifs, la replantation serait demandée. Donc ce soir, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le déclassement du domaine communal des parcelles cadastrées, de décider la cession de ces parcelles dans les conditions que j'ai résumées précédemment, et de préciser naturellement que s'il y a abattage des arbres dans le cadre du projet futur, une replantation sera demandée, et j'ajoute que les frais sont à la charge des consorts Patoureau et Parmentier. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport 14. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette session? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport 15. Le rapport 15, ça concerne les lycées Bazin et Sévigné. C'est un transfert de propriété à la région Grand Est qui a sollicité la ville de Charleville pour acquérir la pleine propriété de l'emprise de ces deux lycées dont elle assure déjà les droits et obligations du propriétaire. Concernant le lycée Bazin, la région est déjà propriétaire de 60%. Quant à cette parcelle, donc numéro 811, il va falloir faire un découpage parcellaire pour sortir l'emprise du château d'eau qui, lui, appartient à Ardennes Métropole. Ces transferts de propriété définitifs interviendraient de droit à titre gratuit en application de l'article L214-7 du Code de l'éducation, dans la mesure où la région a effectué des travaux d'investissement qui sont détaillés ci-dessous pour le lycée Bazin. La restructuration, la maintenance, l'entretien et la démolition pour un montant de 6 594 329 €. Et concernant le lycée Sévigné, restructuration générale de l'externat pour un montant de 10 255 492 €. Il convient donc ce soir d'approuver le transfert de propriété à titre gratuit au profit de la région Grand Est et de préciser que tous les frais, y compris de géomètre, seront à la charge de la région. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport numéro 15. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Régularisation, en somme. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 16, toujours Alain, c'est un rapport qu'on ne va pas voter, mais qui rend compte de nos opérations immobilières sur l'année 2022 et les années antérieures. Voilà, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte de ce rapport numéro 16 qui concerne les opérations immobilières de la collectivité territoriale et le bilan de l'exercice 2022, qui est une obligation qui nous est faite au regard de l'article L 2241-1 du Code des collectivités territoriales. Le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Par application de cet article, il est donc soumis le bilan de l'exercice 2022 des opérations immobilières réalisées par la ville. Je ne vais pas les détailler puisque vous les avez toutes. Si on peut les regarder en matière de voirie et d'espace public, on a le projet de lotissement à usage d'habitation. Le projet, c'est Plurial Novilla, qui avait acquis un terrain de 33 683 m² pour un montant de 225 000 €. C'était le plus important. Derrière, on a le détail avec une acquisition pour 1 € et des cessions pour 294 309 €. Donc il s'agit simplement de prendre acte.
s'il y a des questions, on peut y répondre. Y a-t-il justement des questions? Non? Pas de questions? Alors on en prend acte de ce document. Rapport 17. Alors, le rapport 17, c'est un dossier important. C'est la cession d'un volume au-dessus d'un parking Jean-Baptiste Clément. Alors, c'est un projet qui répond à un besoin dans le cadre du développement de l'offre universitaire. Le besoin en équipement à destination des étudiants doit être repensé, et notamment en matière de résidence étudiante. Dans ce cadre, des discussions avec M. Mignot avaient été engagées depuis longue date. Ce monsieur, c'est le représentant de la SARL 4M. Nous avions évoqué avec lui la possibilité d'une construction d'une résidence intergénérationnelle en surplomb d'une partie du parking Jean-Baptiste Clément qui permettra une mixité en destinant 80% du projet aux étudiants et pour répondre aux besoins liés à l'extension du campus et 20% à destination des seniors. La ville et cette SARL se sont mis d'accord pour maintenir le stationnement public de manière ouverte au rez-de-chaussée. Le volume à céder pour ce projet représente donc 3 niveaux de construction au-dessus du parking avec ancrage au sol, mais laissant le parking ouvert pour une superficie de 1523 m², chaque niveau à prendre au-dessus d'une partie de la parcelle qui est cadastrée AK 984. Donc la ville a proposé la cession de ce volume pour un montant de 250 000 € à la SARL 4M, qui a souhaité que le compromis de vente à son bénéfice à intervenir avec la ville comprenne quelques clauses. Je précise que la division en volume, c'est une technique juridique qui consiste à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes sur le plan horizontal comme sur le plan vertical, ce qui nous concerne directement là, à des niveaux différents qui peuvent se situer en dessous comme en dessous du sol naturel. Donc, la ville a souhaité que le compromis soit d'une durée de 12 mois, avec une clause indiquant que la vente définitive ne pourrait avoir lieu qu'une fois que les documents constituant la division en volume, réalisés et financés par la SARL 4M, aient été approuvés par une délibération du conseil municipal. Et nous avons aussi pris une réserve, à savoir que la ville portera une attention toute particulière aux modalités de calendrier et de mise en œuvre des travaux afin de ne pas perturber l'accès et le fonctionnement du parking. Mais comme ce sera une occupation du domaine public en raison de la particularité de la construction, la SARL devra demander et à ce moment-là, on sera vigilant dans l'occupation du parking. Voilà, il s'agit donc pour le conseil municipal d'approuver la cession en volume et de préciser que cette cession fera l'objet d'un compromis de vente pour une durée de 12 mois, en précisant également que la vente sera définitive une fois les documents approuvés par la délibération du conseil municipal, que l'emprise sera définie par un géomètre expert et que tous les frais seront naturellement à la charge de la SARL 4M. Voilà, monsieur le maire, pour le rapport numéro 17. Merci Alain. Et je précise que l'initiative de ce rapport vient dans un contexte où on a une progression du nombre de nos étudiants, des étudiants à Charleville-Mézières et sur Ardennes Métropole, qu'on poursuit par ailleurs des objectifs de développement, de formation nouvelle, et qu'il commence à apparaître quelques tensions sur les questions justement de logement étudiant. C'est pour ça qu'on a décidé d'agir de cette manière. C'est parce que pendant de nombreuses années, on avait, semble-t-il, des étudiants qui se trouvaient à se loger assez facilement sur la ville, dans le parc locatif privé existant, dans les quelques résidences Crous qui existent. Et puis, il semblerait que ces dernières années, ce soit, parce qu'ils sont plus nombreux, un peu plus compliqué. Et
donc, sans attendre qu'on soit dans une difficulté et qu'on ait du mal à se loger à Charleville-Mézières quand on est étudiant, autant que lorsqu'on est dans une grande ville ou en Île-de-France, eh bien, on a décidé d'augmenter, de contribuer à essayer d'augmenter l'offre, ce que nous faisons par ce biais. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Non? Bon, bah écoutez, je vais le mettre aux voix alors, ce rapport, en remerciant Alain Barthélémy pour sa présentation excellente et convaincante. Qui est contre? Je n'en doutais pas. Hein. Qui s'abstient? Merci. Le rapport 18, des attributions de subventions, mais c'est parce qu'elle porte sur un sujet particulier qu'elle t'est attribuée, Alain. Voilà, tout à fait. Elle est attribuée dans le cadre du bien-être animal à la LISA, qui était installée rue d'Étion à Charleville depuis 2019. Elle a quitté les locaux et a déménagé à l'emplacement jusqu'alors occupé par l'animalerie La Toutounière, 4 rue du Bas des Aulnais à Vivier-au-Court. Cette association a acquis une ancienne pension alimentaire pour monter en puissance en termes de capacité d'accueil et disposer d'un certificat de capacité pour accueillir jusqu'à 49 canidés. L'installation nécessite des travaux pour l'aménagement de nouvelles pièces à chat, la pose de clôture extérieure et l'installation d'une pompe à chaleur. L'association, qui fêtera bientôt ses 30 ans d'activité, a ainsi rendu possible l'adoption d'environ 6 000 animaux et sauvé de l'euthanasie près de 3 800 d'entre eux. On ne peut que saluer cet engagement. Donc, il s'agit pour nous ce soir au Conseil municipal d'attribuer une subvention de 40 000 € à l'association La Lisa et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Voilà, Monsieur le maire, pour le rapport 18. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette attribution d'une aide à la LISA? Non. Je propose qu'on mette aux voix ce rapport. Alors, oui, on me dit, parce que je sais qu'il y a pas mal de sympathisants de la LISA dans l'Assemblée, des gens qui aiment bien la LISA, mais est-ce que ces personnes sont membres du conseil d'administration, administrateurs de la LISA? Non, personne? Bon, voilà, parce que là, on serait naturellement dans un cas où il faudrait passer un coup de fil rapide au déontologue qu'on a voté au début au début du conseil municipal. Bon, mais si ce n'est pas le cas, tant mieux. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 19, c'est Nathalie qui va nous en parler. C'est l'attribution de subventions à des associations essentiellement culturelles. Merci, Monsieur le maire. Donc, lors du conseil municipal du 13 avril 2023, nous avons voté un crédit de 639 326 € dans une ligne réserve pour les échanges scolaires de 8 000 €. Lors du BS, il vous est proposé de majorer l'enveloppe des subventions dédiées au secteur culturel de 21 000 € pour les subventions de projet et de 28 960 € en subventions d'investissement. Ainsi, il vous est proposé donc l'attribution de subventions de projet à 6 associations qui vous sont mentionnées dans le rapport. La MCL Ma Bohème pour le off en salle, Critical Hit pour le Carolo Game Show, les 3 collectifs pour le off de rue et le lycée Monge pour l'échange scolaire avec le lycée Saint-Paul, les 3 établissements de Tolosa. Donc, ces 6 associations montent en total de 25 954 € sur 29 000 € disponibles et de répondre aux demandes d'acquisition de matériel de 2 associations qui sont les PCC et FLAP pour un montant total de 28 960 €. Mais je crois que je dois sortir aussi, puisque si je lis bien l'avis de notre déontologue interne. Où est-il, Lionel? Ah, il est là-bas. Qui me dit que le maire est présent, doit sortir du moment du vote parce qu'il est intéressé par la MCL La Bohème. Bon. OK. Et donc, céder la présidence de la séance à Armel Lequeux-Laménie. Je précise qu'il y a d'autres élus éventuellement intéressés, ceux qui sont au lycée Monge, par exemple. Voilà. C'est quand même dommage de commencer sa vie politique par être mis en examen. Le membre suppléant, c'est Salah Chaouchi, je crois, au lycée Monge. Oui. Eh ben, tu devrais pouvoir sortir, te protéger aussi. Je suis suppléant aussi. C'est bien.
Et la MCL Mabohem, donc, outre le maire et son représentant Nathalie Ropsis, il y a des membres associés que sont Carole Galtier et Hervé Beckrich, qui devraient se mettre à l'abri également. Je te laisse procéder. Bien, donc il vous est proposé d'accepter l'attribution des subventions aux différentes associations telles qu'elles vous ont été indiquées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tout le monde peut revenir. Merci Armel. Le rapport a été voté? Oui. Formidable. Alors, le rapport suivant, alors, en l'absence de Guillaume Maréchal, je vais en dire un petit mot. Il s'agit d'un sujet classique. Dans la presse, on parlerait d'un marronnier. C'est le chéquier étudiant. Le chéquier étudiant, c'est le petit ensemble de chèques que nous remettons chaque année aux étudiants qui nous rejoignent sur le Ardennes Métropole, et particulièrement sur Charleville-Mézières. C'est une initiative à l'origine de la vie étudiante de Charleville-Mézières et donc de Guillaume Maréchal. Et ça consiste à offrir des places dans un certain nombre d'équipements. Alors vous voyez par exemple une entrée gratuite au centre aquatique, une entrée gratuite à la patinoire, au centre aquatique de Sedan aussi, ou au stade de Louis Dugauguez. Et puis il y a un certain nombre, bien sûr, de chèques qui concernent des opérateurs privés, des centres de loisirs, des équipes de basket. Je vois un concert au forum. Enfin voilà, il y a un certain nombre de tarifs réduits. Et tout ça permet de souhaiter la bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Alors, on renouvelle toutes les conventions pour rééditer ce chéquier étudiant pour la rentrée 23-24. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 21 concerne l'actualisation de nos tarifs en matière de publicité extérieure. Et qui en assure la présentation en l'absence de Quentin Clarin? Pas vraiment été prévu, ça. Bon, ben voilà, c'est les tarifs de la TLPE, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Papier. Oui, je vous remercie. Je voulais juste intervenir parce que je m'interroge sur le fait qu'on maintienne des exonérations et des réductions de taxes sur des publicités extérieures alors que c'est des pollutions visuelles. Leur implantation dégrade la qualité de l'environnement et de l'esthétique de la ville. Donc je trouve un petit peu dommage de de ne pas gagner d'argent sur quelque chose qui dégrade notre environnement, notre cadre de vie. D'autant que dans le lot, il y a aussi des panneaux affichage numérique, donc qui en plus d'être une pollution visuelle, contribuent à des dépenses énergétiques. Voilà, merci. Alors en fait, ce qui existe dans notre ville, c'est pas tellement l'effet de la TLPE, c'est surtout l'effet du RLP, du règlement local de publicité. Or, le règlement local de publicité, on a déjà discuté ici, il a considérablement réduit les possibilités de publicité, et notamment de publicité numérique dans tout le cœur historique de notre ville. Et donc, il y a probablement même d'ailleurs des catégories qui sont visées ici, qui en réalité sont des ensembles vides parce que le RLP les a tout simplement supprimés. Donc je pense qu'il faudrait y regarder de près, mais le sujet n'est pas on autorise des choses disgracieuses et on les taxe en faisant ou on leur donnerait même des exonérations pour leur permettre d'exister. Non, il y a un règlement local de publicité qui contraint et qui doit être respecté, et on le fait respecter. On a fait démonter plusieurs séries de panneaux, et on est en train de... 150 au total ? Plus de 150, me dit Alain Barthélémy. Donc on fait le travail, notamment de démontage de tous les 4x3 ancrés au sol qui existaient dans la ville. Plein d'endroits, ils sont maintenant retirés. On a quelques petits sujets encore, il faut bien le reconnaître. Par exemple,
et je le dis de manière très transparente, avec l'affichage et les annonces des équipes de basket à nos entrées de ville. Un petit sujet, là. Je sais que c'est pour l'instant dérogatoire par rapport au RLP. Normalement, le RLP interdit aussi ça. Donc, je crois qu'on a un règlement local de publicité qui est assez puissant dans notre ville. En tout cas, il avait été fait l'objet de discussions et il avait été voté et il est mis en œuvre sans état d'âme. Donc là, ce qui reste, c'est la TLPE. Et la TLPE, elle a eu d'ores et déjà des effets de réduction assez considérables de la publicité. Je ne sais pas si vous vous souvenez des dinosaures à tête de grue, enfin, ou qui étaient peints sur le bâtiment Somtech Ardennes Équipement. Bon. C'était honnêtement pas ce qu'il y a de plus disgracieux, c'était plutôt, ça ressemblait un peu à une sorte de fresque urbaine. On avait des dinosaures, et moi je sais que ma fille qui était jeune à ce moment-là aimait beaucoup ces gros dinosaures avec des têtes d'engins, de godettes, pelleteuses, etc. Bon, et quand on a présenté la note à Somtech Ardennes Équipement en leur disant dites donc, vos dinosaures là, ça fait X mètres sur X mètres, etc. Et ben ils ont décidé que repeindre en blanc c'est finalement pas plus mal. Donc, voilà. Donc je crois qu'on a il y a un combat raisonné à conduire contre la prolifération publicitaire, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est quand même plutôt en train de trouver un point d'équilibre. À l'inverse, vous voyez, des villes, il y a pu y rester beaucoup dans le monde où il n'y a pas du tout de publicité. C'est quand même des villes un tout petit peu tristounes. Hein. Si. Pyongyang, par exemple, vous voyez, c'est pas vraiment l'endroit où vous avez envie de faire trop de shopping. Bon. C'est pas une œuvre d'art, hein, je suis désolée. Hein. Alors, il y a pardon. Et en matière publicitaire, mais je crois qu'il y a un bon usage de la publicité. Un certain nombre de nos commerces et établissements économiques en ville ont besoin de s'annoncer, etc. Et donc, quand ils rentrent dans le cadre du RLP, le règlement local de publicité, eh bien, tout va bien. Et c'est dans ce cadre-là, ceux qui existent dans ce cadre-là, eh bien, payent en plus une taxe qui alimente les caisses de la ville. Et de mémoire, on était sur une taxe qui, au total, je ne sais pas si c'est précisé dans le rapport, moi j'ai en tête un peu moins de 100 000 euros. On va avoir 90 à 100 000 euros de recettes de TLP. Donc c'est pas tout à fait négligeable. Si on n'exonérait pas, on aurait 200 000 euros. Le problème, c'est que c'est une taxe qui, comme je vous le dis tout à l'heure avec l'exemple d'Ardennes Équipement à Somtech, peut avoir comme effet de faire disparaître son assiette. C'était un peu l'idée de ma question, en fait. Est-ce qu'on pourrait savoir combien il reste de panneaux, du coup, s'il vous plaît ? Maintenant ou plus tard, je veux dire, après, c'est pas une... Oui, là aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse vous le dire, mais on va vous donner ça. Les panneaux, et alors pour les enseignes et pré-enseignes, c'est un peu plus compliqué à compter, parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus, mais on doit, les panneaux, on doit pouvoir le faire, et même les autres, je pense qu'il doit être prévu, à mon sens, je suis à peu près certain que le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu régulièrement des évaluations du RLP. Donc il ne m'étonnerait pas, compte tenu du fait que ça fait quelques années qu'on l'a voté, qu'on arrive prochainement dans un moment d'évaluation de cette politique. Donc on aura toutes ces données et en tout cas on vous donnera toutes celles qu'on a. Est-ce qu'on peut mettre aux voix ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on termine parce que sinon ce ne serait pas un vrai conseil municipal. Par deux rapports de ressources humaines et on avait Alain Kézergue et c'est maintenant Arnaud Viotelet qui a pris le relais brillamment et qui va nous les présenter. Merci pour le compliment. Donc là, ce sont effectivement que deux rapports, donc un petit peu, je suis un peu triste pour les collègues qui m'entendent un peu plus parler dans les précédents conseils. Donc on a un premier rapport qui est une adaptation des temps de pause des équipes à la propreté urbaine, c'est le rapport numéro 22. Donc là, en fait, il s'agit de faire glisser le temps de pause des différentes équipes de la propreté, la demi-heure de pause le matin, de la faire glisser un petit peu plus tard, et l'après-midi également de la faire glisser un petit peu plus tard. Donc vous avez le détail
de ces modifications de temps de pause qui sont expliquées dans les pages suivantes. Elles sont surlignées en jaune. Et donc vous avez pour l'équipe 1 et l'équipe 2 et 3 territorialisées, l'équipe TAG, nettoyeur haute pression, et puis l'équipe déchetterie. Vous avez la proposition qui vous est faite ce soir. À noter que le rapport a été présenté en comité social territorial. Il a eu un avis favorable, 4 avis favorables et 3 abstentions. Voilà ce que je tenais à dire sur ce rapport, qui est un rapport purement organisationnel. Voilà. Merci Arnaud. Des questions sur cette adaptation des temps de pause? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport 23, le classique des classiques, le tableau des effectifs. Effectivement, le classico. Donc, on a au pôle technique, direction de la gestion de l'espace public des GEP, donc au service organisation, pilotage, coordination, on a la création d'un poste de rédacteur territorial. Et puis, au pôle coordination et moyens généraux au service intérieur, on a la création d'un poste, un poste d'agent de maîtrise. Ce que je tenais à dire, pour ces deux postes-là, il s'agit de redéploiement interne. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé pour cette présentation de modification du tableau des effectifs. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs? Non. Bien, écoutez, je vous remercie. Comme la tradition a désormais rétablie à la ville de Charleville-Mézières, je vous invite à partager éventuellement le verre de l'amitié qui suit. Et j'aurais voulu qu'à l'occasion de cette fin de séance, on dise collectivement au revoir à notre directrice générale des services, puisque c'est son dernier conseil municipal avec nous, Pauline Audebert, qui se trouve ici derrière moi, et qui maintenant aura en fait passé 5 années. 6 bientôt 6. C'est long, hein. Quand on aime, on Ah bon, très bien. Alors voilà, désolé, une petite erreur de date, excusez-moi. Et donc 6 années, donc je mets à jour mon information à nos côtés pour nous aider à transformer les décisions que nous prenons ici en action et régler, parce que on a finalement, je le dis assez facilement, un peu le beau rôle. Nous, on prend un certain nombre de décisions, on fixe les objectifs et puis ensuite on laisse à nos fonctionnaires le soin de mettre en œuvre les orientations, de se confronter aux difficultés et d'essayer de les régler pour qu'au bout du compte, nos politiques publiques fonctionnent et atteignent les objectifs que nous avons définis. Donc je voulais la remercier de l'engagement qui a été le sien pendant ces différentes années et puis lui souhaiter beaucoup de succès pour la suite de sa carrière et dans les endroits où elle ira, ils auront beaucoup de chance de l'accueillir. Donc je voulais vous demander qu'on lui dise au revoir et qu'on la remercie. Merci, bonne soirée à tous.